Comment était le caïd le plus redouté de la pègre? Elle n'était que l'assistante invisible, prenant ses manteaux et gardant ses secrets. Quand elle lui a enfin avoué sa loyauté, il l'a jetée au loup. Mais une robe déchirée, une cicatrice cachée, et une révélation explosive ont tout changé. Voici leur histoire. La ligne d'horizon de Chicago pleurait de la pluie contre les baies vitrées du sol au plafond de Romano Logistique. Un empire de l'expédition de plusieurs milliards de dollars qui servait de façade stérile parfaite pour le plus grand syndicat du crime du Midwest. Au centre de cet empire se tenait Victor Romano. Froid, calculateur, et d'une efficacité impitoyable. Victor avait hérité d'une famille mafieuse fracturée à 22 ans et avait noyé ses rivaux dans la rivière Chicago à 25 ans. Pendant 3 ans, la seule personne autorisée à porter de main du jeune parrain était son assistante de direction, Clara Hara Bennett. Clara Hara était un fantôme en talons hauts. Elle savait exactement comment Victor prenait son expresso, noir avec 2 gouttes d'anisette. Et elle savait exactement quels comptes offshore aux Caïmans contenaient l'argent du sang issu des trafics d'armes illégaux. C'était elle qui commandait les lices pour les funérailles de ses ennemis. Et c'était elle qui avait recousu une éraflure de balles sur sa cage thoracique quand il avait refusé de rendre visite au docteur Harrison Croft. Le chirurgien clandestin. Clara Hara était indispensable. Elle était aussi secrètement et complètement amoureuse de lui. C'était un mardi soir, fin novembre. Le bureau était vide, à l'exception de 2. Victor se tenait près de la vitre, sirotant un verre de Macallan 25, regardant fixement les lumières de la ville saigner sur l'asphalte mouillé. Il était à cran. Une cargaison d'armes intraçables avait été interceptée par les fédéraux au port de Baltimore. Et une équipe rivale dirigée par le tristement célèbre de Clan aurait été soupçonnée de les avoir prévenus. Les pertes sont calculées à 4 millions, monsieur, dit doucement Clara Hara, sa voix portant à peine par-dessus le bruit de la pluie. Elle se tenait près de son bureau en acajou, tenant une tablette reliée en cuir. Elle portait son armure habituelle, un chemisier blanc immaculé boutonné jusqu'à la clavicule et une jupe crayon anthracite sur mesure. 4 millions, ce n'est rien, gronda Victor d'une voix rauque, sans se retourner. La fuite dans mon organisation est tout. Quelqu'un a vendu l'itinéraire à un roc, quelqu'un de proche, Clara fit un pas hésitant en avant. Elle avait passé minuit comme celle-ci avec lui, à regarder le poids de la pègre écraser ses épaules. Pour une fois, elle laissa glisser son masque professionnel. Nous les trouverons, Victor. Je vous le promets. J'ai déjà lancé un audit discret de vos sous-chefs, en commençant par les avoirs offshore d'Anthony Ferrara. Victor se raidit. Il se retourna lentement, ses yeux sombres se verrouillant sur les siens. L'utilisation de son prénom, une limite qu'elle n'avait jamais franchie en 3 ans, flottait dans l'air comme une balle tirée. Vous avez lancé un audit sur mon commandant en second, la voix de Victor était dangereusement basse sans mon autorisation. Je voulais vous protéger, dit Clara Hara, son cœur martelant contre ses côtes. Elle réduisit la distance entre eux, poussée par des années d'émotions réprimées. Vous ne pouvez pas faire confiance à Ferrara. Vous ne pouvez pas faire confiance au capitaine. Mais vous pouvez me faire confiance. Je vous ai donné 3 ans de ma vie, ma loyauté, mon cœur. Je ne suis pas seulement votre assistante, Victor. Je suis votre bouclier. Elle tendit la main, ses doigts frôlant doucement le tissu de sa veste de costume sur mesure. Pendant une fraction de seconde, quelque chose vacilla dans les yeux de Victor. Un souvenir, une vulnérabilité, un égarement momentané. Mais le roi de glace revint rapidement, refermant violemment son coffre-fort émotionnel. Dans son monde, l'intimité était un handicap. L'affection était une arme que ses ennemis utiliseraient volontiers pour le détruire. De plus, sa paranoïa était à son comble. Une fuite nécessitait quelqu'un avec un accès de haut niveau. Quelqu'un qui connaissait parfaitement les itinéraires d'expédition. Quelqu'un exactement comme Clara Hara. Victor attrapa son poignet, sa poigne comme un étau d'acier, et repoussa sa main. « Êtes-vous folle » gronda Théil, sa voix résonnant sur la vitre. « Vous pensez être mon bouclier ? Vous êtes une calculatrice en jupe, Clara Hara. Ne confondez pas votre utilité avec de l'intimité. » Clara recula physiquement, les mots tranchant plus profondément que n'importe quelle lame. « Victor, Monsieur Romano, corrigea Théil sèchement, envahissant son espace, sa silhouette imposante l'intimidant. Et vous avez dépassé les bornes pour la dernière fois. Ferrara est avec ma famille depuis 20 ans. Vous êtes ici depuis 3 ans.
Vous connaissez les racines. Vous connaissez les horaires. Et soudain, un roc intercepte une cargaison. Et vous essayez de pointer du doigt mon sous-chef tout en faisant une tentative pathétique pour obtenir mon affection. Des larmes piquèrent les yeux de Clara Hara, mais elle refusa de les laisser couler. Vous pensez que je vous ai trahi? Je pense que vous êtes viré, dit froidement Victor, retournant à son bureau. Votre indemnité de licenciement sera virée sur votre compte d'ici minuit. Je vous veux hors de ce bâtiment dans 10 minutes. Et je vous veux hors de Chicago d'ici demain. Si jamais je revois votre visage dans cette ville, Clara Hara, je ne me contenterai pas de vous bannir de l'Amérique des entreprises. Je m'assurerai que vous disparaissiez. Clara Hara resta figée. L'homme dans lequel elle avait déversé son âme. L'homme dont elle avait empêché l'Empire de s'effondrer la regardait comme si elle était un rat dans le caniveau. Vous faites une erreur, murmura-t-elle, sa voix tremblante d'un mélange de chagrin d'amour et de colère légitime. La seule erreur que j'ai faite a été de laisser Led croire qu'elle était une égale. Sortez. Clara Hara tourna les talons. Elle ne rangea pas son bureau. Elle ne prit pas son stylo blanc personnalisé. Elle marcha jusqu'à l'ascenseur, les lourdes portes en chêne du bureau de Victor Romano claquant derrière elle, l'enfermant dehors dans le froid. 2 heures plus tard, Clara Hara jetait violemment des vêtements dans un sac marin abîmé dans son appartement mal éclairé sur West Monroe Street. Les larmes qu'elle avait retenues au bureau coulaient maintenant librement, chaudes et amères. Elle ne pleurait pas seulement la perte d'un emploi. Elle pleurait l'illusion de l'homme qu'elle croyait connaître. Victor Romano n'était pas une âme torturée ayant besoin d'être sauvée. Il était exactement ce que les profils du FBI disaient de lui. Était un monstre paranoïaque et sans cœur à l'autre bout de la ville dans le parking souterrain de Romano Logistique. Le vrai monstre passait un appel téléphonique. Anthony Ferrara s'appuyait contre le capot de sa Mercedes. Un téléphone jetable pressé contre son oreille. Ouais, Declan, c'est fait. Le patron a viré la fille. Il pense que c'est elle la fuite. Ou du moins il est trop paranoïaque pour la garder dans les parages. Mais écoute-moi. Elle a pris son ordinateur portable de travail. Elle a les grands livres maîtres, les numéros de routage offshore, tout. Si elle s'énerve et va voir les fédéraux, on est tous les deux foutus. La voix rauque de Declan résonna dans le haut-parleur. Alors elle n'arrivera pas jusqu'aux fédéraux, Anthony. Je vais envoyer une équipe de nettoyage à son appartement. Considère-la comme un compte fermé. Victor était assis dans l'obscurité de son bureau. Le silence était assourdissant. Chaque fois qu'il regardait le bureau vide derrière sa porte vitrée, une douleur fantôme s'embrasait dans sa poitrine. Il se servit un autre scotch, essayant de noyer la culpabilité. Il avait été brutal avec elle, cruel, mais c'était nécessaire. La pègre se refermait sur eux, et l'éloigner était le seul moyen de s'assurer qu'elle ne devienne pas un dommage collatéral. Son téléphone portable privé vibra. C'était un message crypté de son chef de la surveillance, un homme nommé Dominique. Urgent, patron vient de balayer le bureau de Ferrara pour chercher des micros dans le cadre du protocole de routine. Trouver un reçu de téléphone jetable et un journal de texte crypté dans sa poubelle. Ferrara communique avec Or. Ferrara et la fuite. Victor fixa l'écran, le sang se retirant de son visage. Ferrara. La prise de conscience le frappa comme un train de marchandises. Si Ferrara était la fuite et que Victor venait de priver Clara Hara de son équipe de sécurité et de l'exiler. Ferrara sait qu'elle a les registres financiers, marmonna Victor dans la pièce vide. Il va régler les détails gênants. Victor laissa tomber son verre. Il se brisa sur le parquet. Il tira son SIG Sauer Tor 26 du tiroir de son bureau, chargea une balle dans la chambre, et se précipita vers l'ascenseur privé. Clara Hara ferma son sac marin. Elle attrapa son manteau, prête à franchir la porte et à ne jamais regarder en arrière. Soudain, un lourd bruit sourd et étouffé résonna dans le couloir, suivi du son indubitable d'un corps frappant le sol. Clara Hara se figea. Elle connaissait ce son. C'était un coup de feu avec silencieux, et le corps était probablement son vieux voisin, M. Henderson, qui sortait toujours ses poubelles à cette heure-là. L'adrénaline se déversa dans son système, dégrisant instantanément son chagrin d'amour. La poignée de sa porte d'entrée commença à bouger. Clara Hara ne cria pas. 3 ans de travail pour un patron de la mafia lui avait appris une chose. La panique tuait. Elle laissa tomber le sac marin, s'élança dans la cuisine,
et sortit un Glock 19 caché qu'elle gardait scotché sous l'évier. Un cadeau qu'elle s'était discrètement procuré après avoir frôlé la mort un an auparavant. Fracas. La porte d'entrée vola en éclats alors que deux grands hommes en équipement tactique faisaient irruption dans le salon. Leurs armes à silencieux levées. Clara Hara n'hésita pas. Elle tira 2 fois depuis l'embrasure de la cuisine. Le rugissement assourdissant de son Glock sans silencieux remplit le minuscule appartement. Le premier homme reçut une balle dans l'épaule, tournoyant en arrière avec un grognement de douleur. Le deuxième homme riposta. Les balles déchiquetèrent la cloison sèche, brisant des assiettes et faisant exploser le micro-ondes à côté de la tête de Clara Hara. Elle plongea derrière le lourd îlot de cuisine en marbre, du verre pleuvant sur ses cheveux. Cloué là au sol, hurla l'un des tueurs à gages. Clara Hara vérifia son chargeur. 12 balles restantes. Elle tirait bien au stand, mais c'était la réalité. Elle jeta un coup d'œil autour du marbre et tira à l'aveuglette pour les repousser, mais une balle érafla le bord de l'îlot. Envoyant un éclat de pierre tranchant entailler le col de son chemisier blanc. Soudain, le crissement de pneus résonna dans la rue en contrebas. Quelques secondes plus tard, des bruits de pas lourds martelèrent les escaliers. Avant que les tueurs à gages ne puissent avancer vers la cuisine, le couloir explosa en un barrage chaotique de coups de feu. Lâchez ça. Un rugissement autoritaire et familier fit trembler les murs. Victor Romano se tenait dans l'embrasure fracassée de son appartement. Son costume sur mesure trempé par la pluie, ses yeux brûlants d'une fureur meurtrière. Clara Hara n'avait vu cela que dans les rumeurs. Il tira 3 coups rapides, abattant les 2 hommes dehors au sol avant même qu'ils ne puissent pivoter. Le silence descendit, résonnant lourdement dans les oreilles de Clara Hara. « Clara » hurla Victor, lâchant son arme et sprintant à travers le salon. « Clara, es-tu touchée ?» Elle se leva lentement de derrière l'îlot de cuisine, tremblant violemment, son Glock glissant de ses doigts tremblants jusqu'au sol. Victor souffla elle, le choc prenant le dessus sur ses sens. « Que faites-vous ici ? Vous m'avez viré. »« J'avais tort, dit-il, le souffle court. » Il réduisit la distance, ses mains vérifiant frénétiquement ses bras et son visage à la recherche de blessures par balle. Ferrara et Laura. C'est lui qui les a envoyés. Je suis venu te chercher. C'est alors qu'il remarqua le sang. L'éclat de marbre ayant ricoché avait déchiré le haut droit de son chemisier juste en dessous de sa clavicule, laissant une éraflure superficielle qui saignait. « Tu saignes, dit Victor, sa voix s'adoucissant comme elle ne l'avait jamais fait auparavant. Il tendit la main, écartant doucement le tissu déchiré pour inspecter la blessure. Mais alors que le tissu blanc glissait le long de son épaule, Victor se figea, ses yeux verrouillés sur sa peau. Juste un pouce en dessous de l'éraflure fraîche se trouvait une vieille cicatrice profonde et dentelée. Elle avait parfaitement la forme d'un croissant de lune avec des bords profonds et inégaux qui parlaient d'un grave traumatisme thermique. Une marque de brûlure. La respiration de Victor s'arrêta. La pièce semblait tourner. Il connaissait cette cicatrice. Il l'avait vue brûler dans la chair d'une petite fille il y a 20 ans dans les décombres fumants de l'orphelinat Saint-Jude. Une voiture piégée destinée à son père avait explosé trop tôt. Une petite fille, la fille d'un informateur de la police qui rencontrait secrètement son père, avait protégé Victor, alors âgé de 7 ans. D'une poutre enflammée qui s'effondrait. Cette petite fille était présumée morte dans l'incendie aux côtés de son père, William Hastings. Son nom n'était pas Clara Hara Bennett. C'était Clarissa Hastings. Le fantôme de l'enfance de Victor. La fille dont il avait juré sa vie pour venger la mémoire. Victor leva lentement les yeux de la cicatrice en croissant vers le visage pâle et confus de Clara Hara. Où Victor s'étrangla, l'impitoyable patron du crime, complètement brisé en un instant. « Où as-tu eu cette cicatrice ?» Clara Hara baissa les yeux sur sa clavicule exposée, son souffle se coupant. Elle remonta rapidement le tissu. Ses yeux brillants d'une panique défensive. « Ce n'est rien. Un incendie quand j'étais enfant. »« Un incendie ?» répéta Victor, sa voix à peine un murmure. Il s'approcha, la dévisageant comme s'il la voyait pour la toute première fois. Un incendie en 2006 à Saint-Jude. Les yeux de Clara Hara s'écarquillèrent d'une terreur absolue. Elle recula d'un pas, heurtant le comptoir de la cuisine. « Comment ? Comment ? Comment savez-vous cela ?» L'air dans l'appartement en ruine s'épaissit, étouffant l'oxygène restant de la pièce. Dehors, les sirènes de police commencèrent à hurler au loin.
Un cœur faible mais s'approchant rapidement ricochant sur les gratte-ciel de Chicago. Victor Romano resta immobile, ses yeux sombres verrouillés sur la cicatrice en croissant de lune, marquant la peau pâle de Clara Hara. « Comment connaissez-vous Saint-Jude » murmura Clara Hara, sa voix tremblant alors qu'elle reculait contre l'îlot de marbre fracassé. Son cœur frappait contre ses côtes. « Parce que j'y étais, dit Victor, sa voix tombant à un murmure grave. Il rangea son arme dans son étui, ignorant les 2 tueurs à gages morts qui se vidaient de leur sang sur le parquet. Il enjamba les débris, réduisant la distance jusqu'à n'être qu'à quelques centimètres d'elle. J'étais un garçon de 7 ans. Mon père rencontrait un informateur, William Hastings. Une voiture piégée a explosé. Une petite fille m'a poussé pour m'écarter d'une poutre de soutien en feu. Elle a pris le feu qui m'était destiné. Les larmes débordèrent enfin des cils de Clara Hara, traçant des sillons dans la poussière de plâtre sur ses joues. Ils m'ont dit que Clarissa Hastings était morte dans l'incendie avec son père. Victor continua, sa main se levant lentement pour planer juste au-dessus de sa clavicule, craignant de la toucher. Craignant qu'elle ne soit une illusion. J'ai passé les 10 dernières années à traquer les hommes responsables de cette bombe. J'ai mis Chicago à feu et à sang pour cette petite fille. Je ne suis pas morte. S'étrangla Clara Hara. Les lourds murs qu'elle avait construits pendant 2 décennies s'effondraient enfin. Ma tante m'a tiré des décombres avant que les pompiers n'arrivent. Elle savait que si la mafia réalisait que la fille de William Hastings avait survécu, il reviendrait pour finir le travail. Alors, nous avons enterré Clarissa Hastings. Elle m'a donné un nouveau nom, Clara Hara Bennett. Victor la fixa, les pièces d'un puzzle massif et sanglant s'emboîtant enfin dans son esprit. Et tu as infiltré mon entreprise il y a 3 ans quand tu as postulé pour être mon assistante. Ce n'était pas un accident. Non, admit Clara Hara, levant le menton, une étincelle de défi perçant à travers sa peur. Je voulais détruire la famille Romano de l'intérieur. Je voulais trouver les registres, les remettre aux fédéraux, et regarder les hommes qui ont tué mon père pourrir dans une prison fédérale. Alors pourquoi ne l'as-tu pas fait, demanda Victor, sa voix rugissant d'une émotion qu'il ne s'était jamais permis de ressentir. Tu as accès à mes comptes offshore depuis 2 ans. Tu aurais pu appuyer sur la gâchette contre mon empire 1000 fois. Clara Hara leva les yeux vers ses yeux sombres et torturés. La glace qui gardait habituellement son âme avait fondu, laissant derrière elle un homme tout aussi brisé qu'elle l'était. Parce que plus je me rapprochais de toi, plus je réalisais que tu n'étais pas ton père. Tu protégeais les innocents. Tu construisais des hôpitaux. Tu as essayé de nettoyer le syndicat. Et elle déglutit difficilement, sa voix tombant à un murmure. Et parce que je suis tombée amoureuse de toi, Victor, les sirènes étaient assourdissantes maintenant. Des lumières rouges et bleues clignotant violemment à travers les fenêtres striées de pluie. Victor n'hésita pas. Il tendit la main, enroulant doucement ses mains fortes autour de sa taille, et la tira contre sa poitrine. Pendant un instant, les coups de feu, la trahison, et la police qui approchait cessèrent d'exister. Nous devons partir, ordonna doucement Victor, ses instincts protecteurs l'emportant sur tout le reste. Car Ferrara sait que tu as les registres financiers sur ton ordinateur portable. Il te veut morte pour couvrir ses traces, et Aor te veut morte pour moi. Je réduirai cette ville en cendres avant de les laisser te toucher à nouveau. Il attrapa son sac marin et la sacoche de son ordinateur portable, enroula son lourd pardessus en laine autour de ses épaules frissonnantes. Et la conduisit par l'escalier de secours juste au moment où le département de police de Chicago défonçait la porte d'entrée. Ils fuirent à travers le labyrinthe souterrain de l'Owewaka Drive, abandonnant le véhicule reconnaissable de Victor pour une berline volée et intraçable. 1 heure plus tard, ils arrivèrent à une planque romano lourdement fortifiée. Un vaste manoir en béton brutaliste caché au plus profond des lisières boisées de Lake Forest surplombant les eaux noires et agitées du lac Michigan. À l'intérieur de la planque mal éclairée, l'adrénaline commença à se dissiper, laissant Clara Hara épuisée et endolorie. Elle s'assit sur le bord d'un lit king size pendant que Victor nettoyait et bandait soigneusement les raflures sur son épaule. Son toucher était incroyablement doux, un contraste saisissant avec l'impitoyable patron de la mafia que le monde craignait. Ferrara est mon commandant en second depuis 20 ans, murmura Victor, en scotchant la gaze sur sa blessure. Il ne leva pas les yeux, sa mâchoire serrée par une fureur réprimée. Il était le conseiller le plus fidèle de mon père. Pourquoi nous vendrait-il à De Clanor maintenant? Clara Hara alluma son ordinateur portable lourdement crypté, l'écran illuminant son visage déterminé.
Parce qu'il ne s'agit pas seulement des expéditions d'armes actuelles, Victor, avant que tu ne me vires. Je n'auditais pas seulement les comptes récents de Ferrara. Je fouillais dans les archives. J'ai trouvé une série de sociétés écrans datant de 2006. Victor se figea. Le rouleau de ruban médical glissant de ses doigts. 2006, l'année de l'attentat à la bombe de l'orphelinat. Ferrara ne t'a pas seulement vendu à or, dit Clara Hara, tournant l'écran de l'ordinateur portable vers lui. Ses doigts volèrent sur le clavier, faisant apparaître des dossiers financiers profondément enfouis. Regarde ces virements bancaires. Mon père n'a pas été tué par une famille rivale. Il a été tué par Ferrara. C'était Ferrara qui détournait des fonds de l'empire de ton père à l'époque. Quand mon père l'a découvert et a essayé de prévenir ton père, Ferrara a posé la bombe. Le silence planait lourdement dans la pièce, suffocant et absolu. Victor fixa l'écran, les chiffres lumineux se reflétant dans ses yeux froids et morts. L'homme qui l'avait encadré. L'homme qui s'était tenu à ses côtés aux funérailles de son père était l'architecte de son plus grand traumatisme d'enfance. Ferrara avait assassiné le père de Clara Hara et avait failli tuer Victor au passage. Lentement, Victor se leva. La vulnérabilité qui avait adouci ses traits il y a quelques instants à peine disparut, remplacée par le masque terrifiant et glaçant du roi de glace. Ferrara pense que je suis aveugle, murmura Victor. Tirant un nouveau chargeur de son gilet tactique et le glissant dans son SIG sourd avec un clic métallique sec. Il pense que je suis faible parce que je t'ai repoussé. Il pense qu'il a gagné. Clara Hara se leva, laissant le lourd par-dessus de Victor tomber sur le sol. Elle n'était plus un fantôme en talons hauts. Elle était Clarissa Hastings, une survivante forgée dans le feu, et elle en avait fini de se cacher. « Que allons-nous faire ?» demanda-t-elle, sa voix ferme et mortelle. Victor la regarda, ne voyant pas une assistante, mais une partenaire, une égale, une reine. « Nous allons donner à Anthony Ferrara exactement ce qu'il veut, dit Victor, un sourire sombre et prédateur recourbant le coin de sa bouche. Nous allons lui donner le trône juste avant de le faire exploser. » La pluie de minuit s'était transformée en une averse torrentielle au moment où Anthony Ferrara et deux clans or se sont rencontrés au Pier 39. Le chantier naval massif et rouillé était rempli de piles imposantes de conteneurs en acier, un labyrinthe d'ombre, et de bruit industriel. Ferrara se tenait sous l'auvent de l'entrepôt 4, tirant sur un cigare cubain hors de prix. C'était un homme aux cheveux argentés, impeccablement habillé, qui respirait l'arrogance. Face à lui se tenait un mafieux irlandais massif et lourdement cicatrisé, entouré d'une douzaine de mercenaires lourdement armés. La fille est morte. Mentit Ferrara avec fluidité, expirant un panache de fumée bleue. Mes hommes de l'intérieur de la police ont confirmé une fusillade dans son appartement. Victor est isolé, paranoïaque, et cloîtré dans son pantouse, pleurant sa propre stupidité. L'Empire Romano est sans chef. Or sourit de toutes ses dents, sa dent en or accrochant la faible lueur ambrée des lumières de sécurité. Et les comptes offshore sont transférés vers notre société holding commune à Genève en ce moment même. Répondit Ferrara, tirant une tablette de sa mallette. Une fois les fonds compensés, les capitaines Romano s'aligneront derrière moi. Nous fusionnons les territoires. Chicago nous appartient. C'est un beau discours, Anthony. La voix résonna dans l'entrepôt caverneux, froide et tranchante comme un scalpel. Le sang de Ferrara se glaça. Les hommes d'Ahor levèrent instantanément leurs fusils d'assaut, balayant les passerelles sombres au-dessus. Un unique projecteur s'alluma d'un coup sec, aveuglant les hommes en dessous. Debout au bord de la passerelle en métal, à 30 pieds au-dessus du sol de l'entrepôt, se trouvait Victor Romano. Il ne se cachait pas. Il ne tremblait pas. Il les regardait de haut avec l'ennui détaché d'un dieu sur le point de foudroyer un nid d'insectes. Victor, balbutia Ferrara, laissant tomber son cigare. Tu ne devrais pas être ici. Je vais où il me plaît, Anthony, dit Victor avec fluidité. Bien que je doive admettre que je suis déçu. 20 ans de loyauté, et tu vends l'héritage de mon père à un voyou de rue de Dublin pour quelques millions de dollars. Tuez-le. Rugit Or, levant son arme. Avant qu'un seul coup de feu ne puisse être tiré, les portes massives en acier de l'entrepôt se refermèrent violemment dans un fracas assourdissant, enfermant les hommes d'or à l'intérieur. Le son de lourds verrous glissant en place résonna à travers la cour. Dominique, le fidèle chef de la surveillance de Victor, venait de refermer le piège. Soudain,
les haut-parleurs de l'entrepôt crépitèrent et prirent vie, et la voix calme et autoritaire d'une femme emplit l'espace. Autorisation refusée, compte gelé. Ferrara baissa frénétiquement les yeux sur sa tablette. L'écran clignotait d'un rouge vif et éblouissant. Les milliards de dollars qu'il avait tenté de virer vers Genève disparaissaient. Cayman Holdings, Zerzé, Swiss Escrow, Zéro Enrasé, Bahamas Shell Corporation, Zérule. Que diable se passe-t-il? Grogna Harrock, pointant son arme sur Ferrara. Où est l'argent? Tout en haut, sortant de l'ombre pour se tenir juste à côté de Victor, se trouvait Clara Hara. Elle tenait une élégante tablette noire d'une main et un pistolet avec silencieux de l'autre. Elle ne ressemblait en rien à une assistante d'entreprise. Vêtue de noir tactique, les cheveux tirés en arrière de manière serrée, la cicatrice en forme de croissant sur sa clavicule était visible par tous. L'argent a disparu, Anthony, dit Clara Hara dans le micro, sa voix résonnant d'une vengeance légitime. J'ai passé les 3 dernières heures à réacheminer chaque centime de votre argent sale vers 50 différents fonds de bienfaisance anonymes à travers le monde. Vous êtes complètement et totalement ruiné. Ferrara la fixa, son visage prenant une nuance de gris écœurante. Vous étiez censée être morte. Je l'étais, répondit froidement Clara Hara. Il y a 20 ans à l'orphelinat Saint-Jude. Mon nom est Clarissa Hastings, et je vous rends l'appareil. Les yeux de Ferrara s'écarquillèrent de pure terreur alors qu'il réalisait exactement qui il regardait. Le fantôme de son passé était revenu pour l'entraîner en enfer. À réalisant qu'il s'était fait jouer et qu'il n'y avait pas d'argent à prendre, poussa un cri furieux. Tu as monté tout ça pour me voler, Ferrara. Sans hésitation, Ahor leva son arme et tira à bout portant dans la poitrine de Ferrara. Le sous-chef traître s'effondra sur le béton mouillé, son costume onéreux s'imbibant de la flaque d'eau sale. Sa vie se terminant exactement comme il l'avait vécu, dans la trahison et le sang. Des coups de feu éclatèrent instantanément alors que les hommes d'or tentaient de tirer vers le haut sur la passerelle. Mais Victor et Clara Hara avaient déjà bougé. Ils étaient des ombres dans le labyrinthe d'acier. Les hommes de Victor, cachés parmi les conteneurs d'expédition, ont ouvert le feu. Ce n'était pas une bataille. C'était une exécution. En 60 secondes, l'entrepôt devint d'un silence de mort, à l'exception du crépitement de la pluie contre le toit en aluminium. A gisait mort près du centre de la pièce. Son empire écrasé avant même d'avoir commencé. Victor descendit lentement les escaliers en métal, ses bottes éclaboussant doucement dans les flaques d'eau. Il s'approcha du corps sans vie de Ferrara, fixant l'homme qui avait causé tant de douleur. C'était fini. Les fantômes du passé pouvaient enfin reposer en paix. Clara Hara descendit les escaliers derrière lui. Sa tablette baissait, sa poitrine se soulevant alors que l'adrénaline retombait. Elle s'arrêta à quelques pas, incertaine de leur situation maintenant que la guerre était gagnée. Victor se retourna. Le caïd glacial et impitoyable avait disparu. Il réduisit à s'éclaircir la gorge la distance entre eux, prenant son visage dans ses grandes mains chaudes. « Tu m'as sauvé la vie » murmura Victor, ses pouces essuyant doucement une traînée de graisse de sa joue. « Encore une fois, je protège ce qui est à moi » souffla Clara Hara, s'appuyant contre son toucher. Son cœur s'emballant alors qu'il la tirait contre lui. « Tu ne retourneras jamais à ce bureau » jura Victor, sa voix féroce et inflexible. « Tu n'es pas une assistante, Clara Hara. Tu ne l'as jamais été. Tu es la seule personne dans ce monde en qui j'ai confiance, la seule personne que j'aime. Dirige cette ville avec moi. » Clara Hara plongea son regard dans ses yeux, voyant un avenir fondé non pas sur des secrets et du sang, mais sur la loyauté et la vérité. Elle leva les mains, tirant ses lèvres vers les siennes pour un baiser brûlant et haletant qui scella leur victoire sanglante. « Toujours, M. Pour Romano, murmura-t-elle contre ses lèvres. Ensemble, ils sortirent de l'entrepôt sombre pour entrer dans l'aube naissante. Ils avaient réduit l'ancien empire en cendres, et à partir des cendres, le roi et la reine de Chicago en construiraient un nouveau. Quelle finale massive et explosive. De la véritable identité choquante de Clara Hara à ce démantèlement intense et magistralement planifié dans l'entrepôt. Victor et Clara Hara ont prouvé qu'ils sont l'ultime couple de pouvoir de la pègre. Avez-vous vu venir cette trahison ultime? Si cette romance mafieuse palpitante vous a tenu en haleine, écrasez ce bouton j'aime, partagez l'histoire avec vos amis. Et assurez-vous de vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires passionnantes. Visage.